Donc, bon, Myriam qui m'a contacté il y a 2 mois de ça, là, pour savoir si je pouvais intervenir dans le cadre de l'AG, avec une question un peu globale, d'amener des réflexions pour vous aider à construire un peu l'avenir des activités du pôle bio. Donc, tu avais axé sur quelles sont les recherches, les axes de recherche de l'INRA. Et puis, je t'ai proposé d'aborder aussi une autre thématique un peu plus globale sur comment produire suffisamment, durablement, à grande échelle. Donc, voilà, il y a ces 2 points que je vais aborder. Et il y a une demi-heure, en réfléchissant, je me suis dit que j'allais les inverser. Donc, je vais commencer par MetaBio, qui est le métaprogramme de l'INRAE sur la bio, qui donne, enfin, je vais vous donner un cadre global et les principaux axes de recherche. Et puis, je vais enclencher derrière sur une réflexion qu'on mène avec des collègues sur un petit peu l'élevage vu comme une charnière pour aller vers des systèmes agricoles durables à grande échelle. Bon, je m'excuse pour ceux d'entre vous qui ont déjà assisté à la présentation. Ce n'est pas nombreux, mais je crois qu'il y en a quand même 2 ou 3. Voilà, donc je vais commencer par MetaBio. Donc, les métaprogrammes à l'INRA, ça a commencé il y a une dizaine d'années, il y en a eu une dizaine. Pourquoi des métaprogrammes? Qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des programmes de recherche transversaux sur des questions d'intérêt majeurs. Donc, des questions transversales à plusieurs départements de l'INRA. Par exemple, un métaprogramme sur le changement climatique, un autre sur la souveraineté alimentaire, etc. Et suite aux travaux du CIAB, qui était le comité interne bio de l'INRA qui fonctionnait depuis 20 ans, pour donner plus d'envergure et plus de moyens, donc le directeur de l'INRA a proposé de créer un métaprogramme sur l'agriculture biologique, ce qui est une reconnaissance quelque part, et ce qui va nous donner plus de moyens et donc de visibilité tant en interne qu'en externe. Voilà, donc un chapeau global pourrait être le changement d'échelle de l'agriculture biologique et vous allez comprendre pourquoi. Donc, ce métaprogramme est récent. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de résultat puisqu'il a été mis en place 2019-2020. Alors, ce sera peut-être un peu fastidieux, là, ces 10 diapos, parce que ce sont des grandes thématiques de recherche. Hein. Il n'y aura aucune illustration, mais ça vous donnera un peu le périmètre de travail. Donc, un métaprogramme, en fait, est lancé pour 5 à 8 ans et suite à ça, il y aura une grand-messe internationale pour évaluer les bilans de tous les métaprogrammes de l'INRA. Voilà, donc il s'agit d'impulser une nouvelle génération de travaux sur l'agriculture biologique en fédérant une communauté scientifique plus vaste. Donc tout à l'heure, j'ai dit en externe, mais aussi en interne, puisqu'il y a très certainement pas mal de ressources scientifiques en interne que l'on peut mobiliser sur cette question de l'agriculture bio. Et le fait de créer un métaprogramme pourra mobiliser de nouvelles personnes. Voilà, donc l'objectif global, c'est le changement d'échelle. Et derrière le changement d'échelle, j'en reparlerai après, c'est de se situer à un niveau où on n'est pas aujourd'hui, on n'y sera pas demain, c'est de considérer que la bio sera majoritaire dans le paysage français. Donc ça change complètement les questions de recherche qu'on peut se poser. Voilà, quelles sont les conditions donc à l'essor de l'agriculture biologique? Quelles sont les limites qui pourraient se poser et quelles sont les conséquences? Alors la bio représente un modèle de système agroécologique, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, avec 2 particularités. Bon, la première, c'est que c'est un système normé par la certification, mais je dirais surtout, dans le cadre de la philosophie du métaprogramme, c'est que la conception de la bio est de reposer sur tous les acteurs de la chaîne alimentaire. On ne se situera pas qu'au niveau de la production. Donc l'objectif, c'est de fournir les fondements scientifiques pour une évolution profonde des systèmes agroalimentaires vers des modèles plus agroécologiques. Alors les hypothèses, j'ai déjà donné la première, c'est que la production bio devient majoritaire en France, mais également que les productions conventionnelles vont évoluer vers des modalités plus agroécologiques, ce qui peut poser un certain nombre de questions aussi. Le périmètre, donc comme je l'ai dit, c'est l'ensemble du système agroalimentaire. Donc vous voyez à l'intérieur du cercle, ça va bien entendu, on commence par la production jusqu'à la transformation, la distribution, mais les travaux porteront jusqu'à la consommation. Et puis sur le pourtour du cercle, vous voyez, donc il sera question, il y aura tous les acteurs seront concernés, un certain nombre de dispositifs institutionnels ou autres, donc les agriculteurs, tout ce qui compose l'accompagnement de la production, les opérateurs socio-économiques, les citoyens, bien sûr, et les consommateurs. Les politiques publiques seront questionnées, ainsi que toutes les questions d'organisation de marché, les nouvelles technologies, le numérique également, et les questions tournant autour de la connaissance et de l'innovation. Donc, vous voyez, l'ambition est quand même large, et je pense que c'est essentiel pour traiter de l'agriculture biologique. Alors, quels enjeux d'un tel changement d'échelle?
Donc là, vous voyez les 5 points là qui sont alignés dessous, c'est issu de différents travaux liés à de la prospective, etc. Donc, il y a une veille bibliographique à la base. Il y a les travaux du CIAB, donc, qui a préfiguré le Métabio, où on avait beaucoup travaillé justement sur les nouvelles questions de recherche. Une plateforme, FROG, là, donc ce sont des scientifiques français, là, on s'est réunis pour dessiner une centaine de questions de recherche. Les priorités du Conseil scientifique de l'agriculture bio, le plan Ambition Bio du ministère de l'Agriculture. Et puis, l'INRA a pas mal travaillé, non pas directement sur la bio, mais sur les questions d'agroécologie et de sciences pour les élevages. Donc, reprenant tout ça, ça permet d'afficher 5 questionnements, 5 thématiques tournant autour de l'environnement, donc sur les questions de disponibilité et d'usage des terres et des ressources, voire les impacts, des questions économiques en termes d'efficience, de productivité et de marché, tout ce qui tourne autour des questions sanitaires. On parle beaucoup de One Health, et en fait, on va tourner autour de toutes ces questions-là, donc protection contre les bioagresseurs, qualité des produits, santé humaine, toutes les questions sociales autour du travail, de l'échange entre acteurs, de la formation, des chaînes de valeur. Voilà, vous voyez, on reprend tout un tas de grands thèmes dont vous avez bien sûr entendu parler. Et puis, les politiques publiques et les actions publiques par rapport à l'innovation et au développement. Voilà. Alors, le programme est organisé autour de 4 axes principaux que je vais développer dans les diapositives suivantes. Le premier sur les conditions pour réaliser le changement d'échelle. Le second sur les ressources d'une façon globale, je vais les réaborder. Les produits et leur qualité, voilà, transformation, conservation, etc. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, la coexistence des systèmes de production bio et issus de l'agriculture conventionnelle. Donc, pour chacun de ces axes, seront analysés les leviers, les conséquences et les risques, tout ça en mobilisant les différentes disciplines scientifiques et les différents acteurs. L'INRA ayant la chance d'avoir quand même une gamme de disciplines scientifiques extrêmement importante. Donc, c'est bien l'enjeu, c'est d'associer toutes ces compétences-là. Alors, l'axe 1, autour des conditions de la transition vers une bio majoritaire. Donc, la question, c'est comment conjuguer objectifs environnementaux, sanitaires, économiques et sociaux, et de la parcelle au territoire. Donc là, il y a 4 sous-items. Le premier, c'est co-concevoir des systèmes diversifiés en assemblant les différents leviers. La diversification, c'est quand même une clé à différents niveaux du développement de la bio. Donc, d'un point de vue agronomique, je reviendrai dans la deuxième partie sur ces questions-là. Il y a des questions aussi économiques, organisationnelles, institutionnelles. Deuxième point, c'est évaluer les systèmes AB majoritaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la bio se développe vraiment beaucoup, ça peut poser un certain nombre de questions sur les limites, les impacts. Et les grosses questions, j'aborderai ça aussi à la fin de ma deuxième présentation, c'est que c'est quand même des questions très complexes de voir un peu quels seraient les nouveaux équilibres si la bio se développait beaucoup. Donc ça pose la question de développement de scénarios pour essayer d'y voir un peu plus clair sur l'avenir à ce niveau. Troisième sous-point, analyser les dynamiques collectives et individuelles. Donc tous les acteurs sont concernés, y compris les consommateurs, en termes d'attente. Et puis, quels sont les déterminants du consentement à payer? La question du prix de bio est essentielle aussi. Donc, il y a toutes ces questions-là qui sont embarquées. Le dernier point, c'est comprendre le rôle des actions publiques et de l'organisation des marchés. Voilà, avec des questions adjacentes comme les paiements pour services environnementaux, par exemple, et les plans territoriaux, les politiques nutritionnelles. Donc, tout ça est très connecté. Et puis, ça pose aussi la question de l'évolution des normes et de l'innovation. Le deuxième axe, les ressources, c'est au sens large pour produire suffisamment et durablement. Donc, comment couvrir les besoins induits par le changement d'échelle de la bio en termes de ressources et de travail. Donc, il y a des aspects qui peuvent commencer par des questions agronomiques, le bouclage des cycles biogéochimiques et de fonctionnalité des sols. Donc, quelles sont les conditions agronomiques, économiques et organisationnelles, tant au niveau de l'exploitation et des territoires. Donc, ça fait écho à ce que je vous présenterai en deuxième partie. Quelles ressources génétiques, végétales, mais aussi animales, ça c'est des questions clés sur le long terme, donc c'est embarqué aussi. Quelles ressources alimentaires pour les animaux, ça sera un peu au cœur de ma présentation. Les ressources naturelles pour la santé des plantes et des animaux. Donc quel mode d'action, l'innocuité des substances, les impacts toxicologiques, l'acceptabilité. Voilà, on n'y pense pas immédiatement, mais c'est quand même aussi des questions de fond à traiter. Et puis, sur le travail et le savoir-faire,
toutes les questions liées au travail dans les fermes et au-delà, sur quantité, qualité de travail, les compétences et la formation. Là aussi, ça fait écho à ce que je présenterai un tout petit peu à la marge. Le troisième axe, bon, ça fait un peu liste à la Prévert, je m'en excuse, mais voilà, vous aurez tout le panorama. Transformation, conservation, qualité des produits et santé humaine. C'est peut-être un axe qui a souffert de manque d'investissement de la recherche jusqu'à maintenant. Comment accroître l'offre de produits bio tout en garantissant leur qualité, avec un lien entre la production, la conservation, transformation, qualité jusqu'à la santé du consommateur. Donc, toutes les questions sur les procédés de conservation et de transformation biocompatibles. Donc, innovation en éco-procédés, maîtrise des risques sanitaires et des qualités. Anthony Fardet est parmi nous, donc je pense que peut-être enfin, c'est dans ses compétences. Gestion de l'hétérogénéité, de la variabilité de l'approvisionnement, avec la question des procédés d'adaptabilité des chaînes de traitement, l'efficience et la qualité des produits. Ça, c'est un peu intrinsèque à la bio, c'est qu'on risque d'avoir plus d'hétérogénéité des produits mis en marché, et ça pose de réelles questions. Il y a eu tout un séminaire là-dessus pour l'aval de la filière. Dernier point, qualité des produits et santé. Traitant de l'impact des changements de processus et de dimension sur les qualités des produits, et donc là aussi conséquences sur la santé humaine. Donc vous voyez, il y a 4 axes, il y en a un entièrement dédié à ces questions sur les produits. Oh, pardon, je suis allé trop vite. L'axe 4, sur la coexistence des modèles de production, donc quelles interactions et conséquences réciproques de la coévolution des systèmes conventionnels, voilà, vers les systèmes bio. Donc, gestion de la diversité des modèles de production dans les filières et les territoires. Quelles interactions d'un point de vue sanitaire? Il y a pas mal de débats justement sur les relations, sur la régulation de la santé des plantes entre bio et conventionnel. Est-ce que le fait qu'il y ait des conventionnels, ça aide quelque part les bio à maîtriser un certain nombre de bioagresseurs, ou est-ce que c'est l'inverse? Bon, il y a quand même des questions scientifiques importantes là derrière. Des questions techniques sur l'hybridation. Voilà, je passe un peu vite. Et des questions sociales sur le partage d'expériences dans les filières, la vitalité rurale, etc. Et dernier point, la stratégie des marchés. Quels sont les facteurs de différenciation des systèmes et des produits, dans la mesure où l'agriculture conventionnelle pourra chercher à afficher des modes de production vertueux, du genre on voit l'étiquetage sans produits chimiques. Donc, quel facteur de différenciation demain et quel positionnement des différents produits bio et conventionnels sur les marchés. Alors, quel fonctionnement, donc je crois que c'est la dernière diapo, hein, quel fonctionnement du métaprogramme et mise en œuvre des recherches. Donc, le fonctionnement est basé d'une part sur des appels à projets annuels. Donc, une première vague de 14 projets ont été lancés en 2020. Donc, il s'agit soit de projets qu'on appelle exploratoires sur des questions particulières, soit des projets visant à monter des consortiums sur des questions qui nécessitent un préalable avant de lancer des programmes de recherche. Par exemple, sur la production porcine, il y a un consortium qui devrait se monter. Et puis, 1 ou 2 projets emblématiques, donc c'est toujours en cours de montage. Projets emblématiques sont des projets phares qui sont très lourds, très larges, qui demandent beaucoup de participants. Et donc, ça nécessite là aussi une phase préopératoire, j'allais dire, avant de lancer ce type de projet de recherche. L'appel à projet 2021 a été lancé il y a quelques jours. Voilà, je pense que certains d'entre vous ont dû en voir l'annonce. Métabio, comme les autres métaprogrammes, financera 2 demi-thèses, 2 demi-bourses de thèse par an, donc jusqu'à maintenant, puisque avant c'était le CIAB. Donc il y a une douzaine de thèses dédiées à la bio qui ont été lancées depuis 6 à 7 ans. Également une veille bibliographique voilà, sur la littérature internationale sur le sujet. Chaque métaprogramme, théoriquement, et c'est le cas pour le bio, doit se doter d'un conseil scientifique international. Donc là, il y a 5-6 experts de 5-6 pays qui ont été mobilisés pour vraiment donner une vision de long terme, une vision globale, coordonnée et prospective, en se coordonnant sur les travaux de recherche des autres pays. Également une insertion dans la communauté scientifique internationale, en particulier via les projets européens. Donc on est beaucoup investi sur un certain nombre de projets européens. Des séminaires de partage et d'échange au niveau national, donc ce n'est pas l'INRAE pour l'INRAE, c'est vraiment de travailler en concertation, donc c'est dans le continuum de ce qui se faisait avec l'ITAB.
Et puis un site internet qui est en cours de construction. Bon, j'ai mis l'adresse, mais pour l'instant, il est relativement vide et il va se construire. Voilà. Donc, j'ai terminé sur cette première partie. Donc, Myriam, je ne sais pas, est-ce qu'on laisse la place pour 2-3 questions ou est-ce que j'embraye directement Question peut-être, mais quelques-unes, hein, de compréhension. Hein. Levez la main peut-être. Ou à l'intérieur, là, c'est nous, c'est bon. Sinon, je vous dis, il y a quand même pas mal d'aspects qui seront connectés à ma deuxième présentation, donc on peut, moi, ça ne me dérange pas ultérieurement de revenir un petit peu dessus si entre-temps, voilà. Oui, ça a été clair. Bon, c'est un peu théorique, je m'en excuse, hein, pas très illustré, mais là, je vais changer un peu de gabarit. Je t'en prie, n'hésite pas. Tu peux y aller. Je continue? Tout à fait. À première vue, il n'y a personne qui pose question. On continue. Voilà, donc je n'ai pas mis de diapositive, je croyais l'avoir mise, diapositive intermédiaire, donc pour relancer cette question de la place de l'élevage pour une agriculture durable à l'échelle de la planète. Donc ça, c'est issu de 5-6 années de travaux divers et variés, donc une conférence à Milan, l'Expo universelle sur la question « La bio peut-elle nourrir le monde ?» puis un travail avec l'ITAB sur les externalités de la bio demandé par Stéphane Le Foll. Et de fil en aiguille, ayant beaucoup travaillé sur les performances de la bio, ressort un point difficile qui est la productivité de la bio. Et si on convertit à très grande échelle l'agriculture à l'agroécologie ou à la bio, se pose la question des volumes de production qui seront disponibles. Donc, est-ce qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire produire propre tout en produisant assez? Voilà, donc c'était basé là-dessus et l'élevage, quelque part, est central dans la réflexion. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Alors, tout d'abord, 2-3 diapos un petit peu globales pour illustrer les fonctions de l'élevage. Donc, les différents services. Le premier, c'est le service de production, bien entendu. Hein, je ne m'attarde pas dessus, sur l'alimentation. Le deuxième, qui est central, et j'y reviendrai derrière, bien entendu, la fertilité du sol. Mais il y a un tas d'autres services, en fait, qui sont peut-être pas trop présents chez nous, mais à l'échelle planétaire, beaucoup. Sur l'habitat, par exemple. Hein, en Afrique, les déjections servent à la construction des maisons sous forme d'enduits, etc. C'est une source d'énergie importante, en particulier là où la forêt n'est plutôt présente. On utilise finalement les fourrages via l'animal en faisant sécher les bouses, et c'est assez fondamental dans un certain nombre de situations. Le travail, bon, en Inde ici dans le cas présent. Également le service d'entretien du paysage. Donc là, c'est dans le massif du Sancy, où les petits ruminants sont là pour regarder un paysage ouvert et attractif. Et puis, service de gastronomie, de culture. Donc là, l'exemple, c'est, bon, vous voyez le Mont-Saint-Michel, hein, le mouton, l'agneau des prés salés. Voilà, il y a quand même une image de gastronomie, surtout en France, importante derrière l'élevage. Dans l'élevage au cœur d'enjeux majeurs et de débats, alors changement climatique, on ne peut pas ne pas en parler, parce que les détracteurs de l'élevage mettent souvent en avant la question des émissions de gaz à effet de serre et du méthane de la part d'élevage. Donc, l'élevage est questionné de deux façons, sur cet aspect émissions, les nécessités de mitigation. Et puis, l'élevage doit s'adapter. Donc là, c'est le troupeau expérimental de l'INRA en 2003. Hein, ça fait déjà presque 20 ans. Il y avait déjà des conditions difficiles. Et l'élevage est questionné aussi. L'autre enjeu, c'est le bien-être animal. Donc là, c'est les mêmes brebis hein, qui sont à droite en haut. C'est les mêmes brebis d'hiver. Donc, le citoyen qui voit cette image-là peut ne pas l'accepter. Donc, la question du bien-être animal est aussi centrale. Et puis, élevage et santé humaine via la consommation de produits animaux. Donc, on connaît les atouts des produits laitiers sur l'apport en calcium, mais il y a aussi toute la question de la liaison potentielle entre viande rouge et cancer. Voilà donc un ensemble d'enjeux. Et pour terminer donc, sur ces questions-là, ce que je vais reprendre beaucoup plus derrière, c'est les questions de diversification qui sont accrochées à la notion d'agroécologie, enfin au principe de l'agroécologie et de la bio. Donc là aussi, c'est une image prise à l'INRA où on expérimente par ailleurs, on a une grosse expérimentation qui essaie de mettre en avant les atouts en termes de productivité et de performance environnementale quand on associe deux espèces. Mais c'est aussi beaucoup lié, vous connaissez aussi bien que moi cette question-là, l'association, la réassociation de l'élevage et des grandes cultures. La question de l'agroforesterie, et j'ai pris volontairement une image d'agroforesterie au Sénégal, parce qu'en fait, les questions se posent un peu du même type que chez nous. Et puis, pour finir, deux images, nourrir la planète, voilà, fonction fondamentale. Et puis, j'emploierai souvent, bon, c'est un peu anglicisé, hein, la compétition fit food, hein,
Feed, c'est l'alimentation animale, food, c'est l'alimentation humaine. Et vous voyez les taurillons, ils consomment de l'aliment que l'homme pourrait utiliser directement. Donc ça, c'est quand même pas très bien vu par le citoyen consommateur. Et en termes d'efficience globale du système, ça tient pas trop la route. Et par contre, ce qu'on attendrait, donc ça c'est une image de chèvre en Grèce, voilà, dans la mesure où les animaux vont consommer des fourrages, voire des broussailles, là, ça pose plus de problème. Donc cette notion de compétition feed food, elle est essentielle aujourd'hui, elle le sera encore plus demain. Voilà, quelques images, après avoir présenté Metadio, comme ça change un petit peu. Et ça me permet maintenant d'aller un peu au cœur du sujet. Donc, sur les performances, la multiperformance de l'agroécologie, pour ne pas dire la bio, que je vais reprendre plus directement derrière. Donc là, je vais utiliser le travail dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, qui a été mené pour le ministre de l'Agriculture sur les externalités de la bio. Donc, c'était une synthèse 2016. Donc, voici le rapport qui est téléchargeable pour ceux qui ne l'ont pas. Donc, le titre, c'était « Quantifier et chiffrer économiquement les externalités de l'agriculture biologique ». Et une seule diapo pour résumer ces 160 pages, ces 120 pages. C'est un tableau qui reprend l'ensemble des performances que nous avons étudiées, avec, d'une part, j'irai très vite, ce n'est pas le sujet, les points d'interrogation qui sont à la fin. Les points d'interrogation, c'est quoi? C'est l'équivalence économique que l'on souhaiterait donner aux externalités. Donc, externalité, c'est un coproduit pour lequel il n'y a pas de financement, du genre maintenir les pollinisateurs ou ne pas polluer les ressources en eau. Donc, c'est quasiment impossible aujourd'hui de chiffrer, mais ce qui nous intéresse, c'est le jeu de couleurs qu'on a mis là. Quand c'est en vert, c'est l'impact positif de la bio par rapport au conventionnel, et vous voyez, quasiment tout est vert, vert clair ou vert foncé. Donc, la bio a de très nombreux impacts positifs, et en général, beaucoup en relation avec les pesticides et les fertilisants de synthèse utilisés en conventionnel, donc avec des impacts directs ou indirects sur l'eau, la biodiversité, la santé humaine. Un certain nombre de points avec une couleur jaune-orangé. Donc là, c'est les points litigieux, vous les connaissez aussi. Il y a la question du cuivre. Pour l'instant, il n'y a pas de substitution possible qui fonctionne correctement. La question des gaz à effet de serre par kilo de produit. En moyenne, c'est comparable. Il y a des situations où on est mieux en bio et d'autres où on est un petit peu moins bien. Puis la question de la prédation et du parasitisme, par exemple, lié au plein air des animaux. Et il y a un point rouge qui est un point noir, en fait, hein, c'est là-dessus que je voulais en venir, c'est la productivité. Donc, en moyenne, ce qui ne veut rien dire, mais à l'échelle de la planète, toute production, tout continent confondu, on pourrait afficher le chiffre de 20% de productivité en moins. Et c'est bien là que le bât blesse, puisqu'il faut quand même nourrir toute la population. Voilà, donc la question centrale, c'est comment produire propre, sous-entendu sans intrants de synthèse, tout en satisfaisant les besoins alimentaires, sous-entendu avec une productivité a priori qui est inférieure de 20%. Donc il y a un certain nombre de leviers. Bon, j'en ai repéré 6. J'approfondirai les deux derniers, mais je vais quand même afficher les principaux. Alors, il y a la question de la démographie. C'est un étudiant qui me dit ça un jour. Bon, c'est vrai si on était moins nombreux, ça serait plus facile. Voilà, mais ça, c'est une question de politique de long terme. Il y a la gestion des pertes et gaspillages. C'est quand même, chiffrage FAO, 30% de la production agricole qui est perdue. Donc, c'est plus que le gap qu'on a de productivité entre bio et conventionnel. Donc, si on pouvait résoudre cette question-là, ce qui est un peu utopique, on résoudrait le problème de la productivité de la bio. Un point qui me tient à cœur, c'est que la politique agricole et alimentaire est complètement liée aux autres types de politiques, en particulier ce qui concerne les politiques énergétiques. Les terres, on peut les utiliser pour faire du photovoltaïque, pour faire tourner des méthaniseurs, etc. Donc, les politiques énergétiques sont directement impliquées sur l'utilisation des surfaces utilisables par l'agriculture. Également pour l'emprise au sol du bâti, la mobilité foncière, la mobilité est aussi concernée. Donc, il s'agit vraiment d'une question globale et qui ne concerne pas que l'agriculture et les modes d'alimentation. Le quatrième point qui est assez évident, c'est d'augmenter les surfaces cultivées. Bon, en déforestant ou en travaillant des terres sur des latitudes nord, avec le changement climatique, il y a des possibilités. Et voilà les deux derniers points que je vais essayer de conjuguer. Le cinquième, c'est assurer une productivité suffisante des surfaces agricoles. Donc le 20%, on peut le réduire. Et je vous montrerai quels sont les enjeux si on cherche à le réduire et comment l'élevage peut jouer. Et puis les régimes alimentaires. Adapter les régimes alimentaires. Alors, je vais commencer par les régimes alimentaires. Pourquoi moins de produits animaux permettrait-il de nourrir plus de population? Donc,
je vais d'abord afficher un schéma un petit peu global et théorique. Pourquoi la consommation de produits animaux est-elle sous-optimale par rapport à la consommation de produits végétaux? Donc là, c'est des considérations de ce qu'on appelle la déperdition trophique, en fait, d'énergie dans la chaîne trophique. Donc, très schématiquement, pour un bovin, donc, photosynthèse qui permet de créer de la biomasse. Cette biomasse est ingérée par l'animal. Plus du tiers est perdu sous forme de matière non assimilée, donc de fesses et d'urine. Et dans ce qui reste, donc par rapport au total initial, 48% en fait sont perdus par les besoins d'entretien, de thermorégulation de l'animal, donc perte par respiration. Ce qui veut dire qu'au final, il ne reste que 15% de la biomasse initiale qui sert réellement à la production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu 85% de pertes dans le dispositif. Et donc, l'animal est considéré par ce biais-là comme faiblement efficient pour transformer la biomasse. Donc, l'enjeu, c'est d'éviter la concurrence homme-animal pour les ressources directement consommables par l'homme. Donc, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure feed food compétition. Juste, j'ai rajouté ça en bas de page quand même pour avoir des ordres de grandeur des enjeux qui sont derrière. L'élevage dans le monde utilise 500 millions d'hectares de cultures, c'est-à-dire un tiers des cultures de la planète, c'est pour l'élevage. Bon, je ne compte pas les 3 milliards d'hectares de prairies. Et pour référencer un peu ces 500 millions d'hectares, la France, l'ensemble de la SAU labourable en France et des cultures, c'est 18 millions d'hectares. Donc, vous voyez le potentiel qu'il y aurait en évitant cette compétition d'utilisation des cultures par les animaux. Alors, quelles conséquences donc, quels sont les effets du régime alimentaire sur l'utilisation des terres? Donc là, j'utilise les travaux de collègues INRAE et INSERM, donc l'équipe de Baudry, Emmanuel Casguillot, etc., qui travaillent sur un dispositif que vous connaissez certainement, qui est BioNutrinet. Donc il y a environ 60 000 consommateurs qui sont soit orientés très bio, soit très conventionnels, qui permet de faire des comparaisons de l'incidence du mode de consommation sur un certain nombre de performances environnementales. Donc là, j'ai mis juste l'occupation des terres. Donc l'objectif, c'est de comparer différentes cohortes. Là, c'est la cohorte Q5, celle qui consomme le plus de produits bio, comparée à la cohorte Q1 qui en consomme le moins. Je vais commencer par… Donc en fait, il y a deux mécanismes qui s'additionnent pour donner la barre jaune qui est en haut, donc le mécanisme vert, l'histogramme vert qui est en bas. Si on considère le même régime alimentaire, en comparant une assiette bio et une assiette conventionnelle, l'assiette bio va nécessiter 18% de surface en plus. C'est quasiment le 20% que j'ai annoncé tout à l'heure de delta de productivité entre bio et conventionnel. Mais l'effet régime va se combiner à ça, donc en rouge rose, ils ont isolé l'effet régime seul, sans se préoccuper si c'était bio ou conventionnel. Les consommateurs bio consommant beaucoup moins de produits animaux, en fait, ce régime plus végétarien limite de 30% l'utilisation des terres. C'est directement lié aux 85% de perte d'efficience du bovin que j'ai montré tout à l'heure. Et en fait, donc un consommateur bio va nécessiter plus de surface parce qu'il consomme bio, mais il va compenser par son régime alimentaire. Et globalement, le consommateur bio français d'aujourd'hui utilise près de 20% de surface de moins que le consommateur conventionnel. Vous voyez l'incidence très importante de la part des produits animaux dans l'alimentation. Donc voilà, ça c'est le résumé. Malgré 18-20% de rendement en bio, grâce au régime faisant moins appel aux protéines animales, le consommateur bio français utilise 18% de SAU de moins qu'un consommateur conventionnel. Voilà, donc si on va très rapidement aux conclusions, on pourrait dire on va supprimer l'élevage, et là on sera sûr de produire durable et de nourrir toute la population, mais j'ai mis un point d'interrogation pour vous montrer que ce n'est pas si simple. Et j'aborde le deuxième point qui faisait partie donc, des derniers leviers présentés tout à l'heure. Optimisation agronomique de l'élevage à bon escient. Donc, je commence par schématiser un système de grande culture conventionnel, colza, blé, orge. Voilà, donc il faut quand même rappeler que dans un système comme ça, tout n'est pas destiné à l'homme, hein, c'est à peu près 70% du grain ou de l'huile, sachant qu'il y a quand même 30% de coproduits qui vont directement à l'élevage et particulièrement bien valorisés par les monogastriques, mais pas que. Le problème de ce système-là, vous connaissez très bien, c'est la nécessité d'utiliser de l'azote chimique
avec aujourd'hui des incidences très, très bien connues sur le réchauffement climatique, le changement climatique avec le protoxyde d'azote et les besoins énergétiques très élevés pour le fabriquer. Et puis les pesticides avec ce que j'ai montré tout à l'heure pour les externalités, perte de biodiversité, pollution des eaux, impact indirect sur la santé humaine. Voilà, donc les grandes lignes un peu caricaturées de ce système-là. Et à l'opposé, donc un système agroécologique ou bio, voilà, on va développer un système plus complexe, avec en particulier la luzerne, la luzerne, une culture fourragère de 2 ou 3 ans qui est complètement essentielle, parce que fixant de l'azote atmosphérique naturellement et également cassant un certain nombre de cycles, maladies, ravageurs, adventices, tout en éventuellement structurant les sols, etc. Donc, comme tout à l'heure, 70% pour l'homme, 30% pour les animaux. Ce qui est nouveau, c'est cette part de la surface de l'exploitation en fourrage. Alors, on peut mettre la charrue enfouir pour récupérer l'azote pour les cultures suivantes, mais le plus efficient, c'est quand même de l'utiliser pour les animaux, ce qui permet par ailleurs de fournir des protéines de très bonne qualité et de pouvoir, lorsque les animaux sont alimentés l'hiver, redistribuer le fumier sur les cultures qui en ont le plus besoin. Donc, d'office, dans ces systèmes-là de grande culture, si on passe en agroécologie ou en bio, on va devoir introduire les cultures de fourrage. Et la littérature scientifique est abondante pour dire que ce fameux gap de 20%, on peut le réduire de moitié si on fait des rotations longues avec présence de légumineuses. Donc, c'est vraiment un levier majeur pour diminuer, au moins dans les systèmes de grande culture, cet écart de productivité avec le conventionnel. Voilà, donc en résumé, comment éviter cette feed food competition? Tout ce qui est céréales protéagineux, donc le 70% va à l'homme, le 30% va aussi à l'homme en transitant par ruminants monogastriques. Et puis l'herbe, donc là où on peut faire que ça et là où on la réinjecte dans les grandes cultures, voilà, les animaux vont l'utiliser. Et on peut identifier 3 grands types de ressources fourragères. Le premier à gauche, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est la luzerne. Bon, en l'occurrence, ça, c'est pas de la luzerne, mais c'est une culture fourragère en rotation. Je suis volontairement provocateur pour anticiper la suite. Là, c'est pris dans le Massif central à 1000 mètres d'altitude, voire un peu plus, pour montrer que ce n'est pas seulement en Limagne ou dans le centre de la France qu'on peut faire ce genre de choses. De l'herbe associée à de l'arboriculture, voire de l'agroforesterie, et puis des parcours, des prairies permanentes, ça c'est sur le Larzac à l'INRA de la Fage, où sans élevage, ça serait impénétrable. Voilà, donc bien cibler les ressources que l'élevage peut vraiment valoriser pour nous donner ces produits. Alors, vous me voyez venir, la question qui débarque ensuite, c'est globalement, de quelle part d'élevage a-t-on besoin dans la production agricole pour maximiser la population globale nourrie? Alors, pour traiter de la question, je vais utiliser une publication d'Hélène van Kermbeek, donc, qui a traité ça cette question pour les Pays-Bas, avec le graphe que vous voyez à droite, en abscisse, proportion de produits animaux dans l'alimentation. Voilà, avec en ordonnée, c'est la surface nécessaire en milliers d'hectares, et chacune des courbes correspond à une population à nourrir. Donc la courbe du bas, c'est 15 millions de personnes, puis 25, puis 35 millions. Et on voit que quelle que soit la population à nourrir, l'optimum de protéines animales dans l'alimentation se situe autour de 12%. Donc, on peut en conclure que le foncier et les ressources sont utilisés de façon optimale si 12% des protéines sont d'origine animale. Et donc, on n'a aucune compétition à ce niveau-là de la ressource végétale entre l'homme et l'animal. Mais bien entendu, ça c'est un exemple, c'est l'exemple des Pays-Bas, mais ce niveau d'optimum va fluctuer selon le périmètre pris en compte. Est-ce qu'on est à l'échelle d'un territoire, d'un pays, etc. Va dépendre bien entendu du contexte pédoclimatique. Aux Pays-Bas, on est à 12, peut-être qu'en France, on serait à 15 ou 18, compte tenu de la part des massifs montagneux, etc. Et puis les technologies mises en œuvre, en particulier les taux d'extraction issus du blé ou en fait des céréales ou des éleaux-protéagineux qui peuvent être destinés à l'homme, sachant qu'aujourd'hui on est autour de 70-72% pour le blé, mais on peut extraire un peu plus pour donner à l'homme, donc ça laisserait moins de place aux productions animales. Donc derrière cette analyse, on peut poser la question de quel élevage a-t-on besoin pour développer ce type de stratégie. Donc il y a des questions autour des génotypes et des produits, parce que bien entendu, les types de produits vont évoluer en fonction de la place qu'on va donner à l'élevage.
Et puis, quel système de production et où peuvent-ils être positionnés? Donc, je vais terminer en abordant ces deux questions-là qui sont associées. Et puis là, je vais être un peu provocateur. Voilà, je vais dessiner la France de demain si on essaye de prendre en compte ces considérations. Voilà, donc je me permets une carte de France dans laquelle je propose de réintroduire très fortement sur les principes que j'ai donnés avant l'élevage sur tout le centre-est de la France. Avant de venir à votre Assemblée générale, j'ai fait une petite pointe pour montrer que la Limagne aussi est concernée. Voilà. Réintroduction également de l'élevage dans toutes les cultures pérennes, que sont vergers, vignes, etc. C'est déjà pas mal utilisé, mais ça pourrait se développer, alors à moins grande échelle que pour les grandes cultures. Mais là, il y a aussi une source possible de produits animaux. Et comme globalement, il faudra réduire, il faudrait taper très fort sur l'élevage dans les zones où il est le plus concentré. Donc, heureusement que l'Assemblée générale ne se tient pas en Bretagne parce que je ne serais pas très à l'aise pour présenter ça, mais c'est une réalité. Hein. Si on est obligé de réintroduire l'élevage dans les zones spécialisées de production végétale, il faudra quelque part le diminuer très fortement ailleurs. Et là, je me permets, alors je ne suis pas en présentiel, donc c'est plus facile. Et puis là, j'en suis quand même assez convaincu. Je pense que le Massif central a un potentiel de réduction de l'élevage pour développer des cultures directement utilisables par l'homme. Il y a quand même une part significative de surfaces qui sont labourables aujourd'hui dans le Massif central. Elles sont labourées soit pour faire des prairies temporaires pour les troupeaux, soit pour faire des cultures triticales en particulier, intégralement ou quasi intégralement destinées aux troupeaux. Mais on pourrait envisager des cultures pour l'homme. Alors, ça pose des grosses questions derrière, hein, ce réaménagement de l'espace. C'est, in fine, tout ça rééquilibré, quelle serait l'importance des cultures mises en marché et disponibles? Quelle serait la place finale des monogastriques dans une telle distribution? Et puis, importation-exportation, quels sont les bilans? Puisque si on fait ça, ça veut dire qu'on divise par 2, par 5, par 8, j'en sais rien, les importations de protéines d'Amérique du Sud. Mais ça veut certainement dire aussi qu'on va diminuer les exportations de blé sur l'Afrique du Nord. Donc, il y a des grosses questions de ce type-là qui se posent. Et donc, des études, il manque un T, je le vois maintenant, des études prospectives sont à engager là-dessus. Alors, vous connaissez un peu ce type de scénario très théorique. Hein. Il y a AFTER 2050, il y a TIFA qui sont sortis. Mais je pense que l'INRA a complètement les moyens de faire une étude de grande ampleur de ce type-là, qui est très complexe à faire et qui permettrait de chiffrer quelle est la production agricole permise, quels sont les impacts environnementaux, mais aussi sociaux derrière cette réorganisation. Donc, j'ai parlé du commerce international, les questions de souveraineté alimentaire qu'on se pose depuis un an ou deux. Et puis, donc des hypothèses centrales sont à prendre en compte pour développer ces travaux. C'est sur quelle hypothèse de part de la bio on part. Entre partir de 15-20 ou partir de 60%, on n'a pas les mêmes résultats. Quelles hypothèses de gaspillage alimentaire, j'ai montré son importance. Et puis, quelles hypothèses de part protéines animales dans l'alimentation. Voilà, donc des travaux qui sont très ambitieux, mais à mon avis, très importants à mener pour appréhender l'avenir. Alors, pour terminer, il doit me rester 2 diapos. Donc, respatialisation et diversification de l'agriculture et des territoires. Donc là, ça peut peut-être vous aider derrière à mener les ateliers qui sont prévus dans la suite de l'après-midi. Ce que j'ai dit avant, mais en relevant les quelques questions qui sont là, c'est ce genre de réaménagement pose de réelles questions de compétences dans les territoires où il y a une modulation des productions, puisque de nouvelles productions, de nouveaux systèmes, de nouveaux services, a-t-on les compétences? Les filières sont aussi très, très largement questionnées, parce que certaines n'existent pas. D'autres qui existent vont devoir moduler leur activité avec des apports différents. Et puis, bien entendu, je ne peux pas ne pas parler des territoires qui ont misé sur une économie de concentration. Je pense à l'Ouest, hein, production de monogastriques. Là, il y a des très, très fortes remises en question si on part sur ces orientations. Voilà. Par contre, il y a une réelle opportunité donc, pour que l'agriculture développée sur ces bases-là porte des dynamiques territoriales. Et par exemple, bon, ça, ce n'est pas nouveau, hein, mais ça peut très bien se positionner dans le cadre des projets alimentaires territoriaux. Sachant qu'il y a une combinaison d'enjeux derrière ces réorganisations. J'ai parlé de sécurité alimentaire. C'est aussi retrouver de la valeur ajoutée derrière la multiplicité de ces productions, de la résilience face à des aléas tant climatiques qu'économiques, si on mise sur une diversité de production, et puis également des enjeux sociaux derrière tout ça. Voilà, donc en conclusion,
Ce que je me plais toujours à rappeler, c'est que, vous voyez, j'ai introduit ça sur une question globale, peut-on nourrir la planète durablement? Et en fait, on se rend compte qu'on débouche vraiment sur les solutions locales de réorganisation des activités agricoles et agroalimentaires. Une alimentation durable, quelque part, c'est une baisse de l'importance de l'élevage, et surtout de revisiter ses fonctions, les types d'élevage et sa localisation. Les externalités, je tiens à les rappeler quand même en conclusion, hein, puisque bon, je rappelle qu'elles ne rentrent pas dans la sphère économique, au moins dans une temporalité de court terme, mais c'est un élément, à mon avis, fondamental sur le moyen terme dans le paysage que j'ai redessiné. Les filières classiques sont peut-être pas prêtes à écouter mon discours. Comment peut-on les intégrer dans ce processus et cette réflexion, puisque c'est un petit peu antagoniste à leur stratégie de spécialisation et de concentration. Donc là, on irait également de leur côté vers une diversification via les produits et leur hétérogénéité, voire aussi des questions de lien aux consommateurs. Et puis, je pense également que le territoire, c'est vraiment la bonne échelle, c'est une échelle cruciale pour appréhender et mettre en œuvre la transition, puisque toutes les questions, enfin une partie des impacts environnementaux et socio-économiques se tiennent bien dans les territoires, et également les questions de souveraineté alimentaire. Et c'est bien à cette échelle-là que sont mises en œuvre une partie des politiques de développement et les échanges entre acteurs et décideurs pour pouvoir déployer ces nouvelles distributions de l'agriculture. Voilà, et j'ai juste mis une publication scientifique qui est sortie là, il y a quelques mois. Donc, le titre, c'est l'urgence de renouveler le système agroalimentaire, c'est complètement incontournable pour affronter les réalités de demain. Voilà, j'en ai terminé. Merci pour votre attention. Et bon, j'ai mis mon adresse mail si certains veulent veulent me questionner après la petite séance qu'on va avoir tout de suite. Merci.